Le monde agricole est l'un des rares domaines dont dépend littéralement notre survie. Aucun pays ne subsiste sans agriculture. Depuis la nuit des temps, cultiver la terre et élever des animaux ne sont pas des choix idéologiques. Ce sont des nécessités vitales. Pendant des siècles, c'était la norme. La majorité des familles vivaient de la terre. Et si on remonte seulement quelques générations, presque chacun d'entre nous a des ancêtres paysans. L'agriculture n'était pas un secteur parmi d'autres, elle était la base. Mais aujourd'hui, la situation semble inversée. Les agriculteurs représentent à peine 1,5% des personnes en emploi, contre plus de 7% il y a 40 ans. Une chute drastique qui en dit beaucoup sur notre époque. Souvent sous-représentés politiquement, parfois caricaturés ou mal perçus dans certains milieux urbains, on est passé d'une agriculture locale, presque autogérée, à un modèle productiviste, mondialisé, soumis à la rentabilité et aux marges. Une agriculture qui nourrit plus de monde que jamais, mais qui met aussi une pression immense sur ceux qui la pratiquent. Un des métiers les plus essentiels, un des plus exigeants, et pourtant de plus en plus invisible. Aujourd'hui, pour décrypter ce pilier historique devenu exception, j'ai le plaisir de vous diffuser mon entretien avec Jean Lassalle, figure emblématique du monde rural et ancien député des Pyrénées-Atlantiques. Bienvenue dans Hors Cadre, épisode 2, le monde agricole, le déclassement paysan. C'est un immense merci d'avoir accepté cette invitation pour mon podcast Hors Cadre, où l'on sort des cadres habituels pour explorer les voies authentiques et singulières comme la vôtre. Alors je me présente rapidement, je m'appelle Mathias Damprin, je suis pour le moment étudiant en histoire à Clermont-Ferrand. Je suis fasciné par les parcours qui défient les normes et le vôtre en est l'exemple parfait. Deux bergers dans les montagnes bernaises, devenus maires rebelles à seulement 21 ans, puis voix indépendante et passionnée au cœur de la politique française, loin des sentiers médiatiques classiques. Nous parlerons plus tard de votre parcours, mais avant tout, je pense que le temps présent nous oblige à aborder la situation actuelle du monde agricole, ce pilier vital de notre pays en pleine crise. Commençons sans attendre. D'abord, bonsoir, cher Mathias, bonsoir, hors cadre. Et euh, avant toute autre chose, j'adore les étudiants en histoire, parce que l'histoire a toujours indiqué la route à suivre. Et puis, euh, elle est très intimement liée à la géographie. Complètement. Et la géographie lui a toujours donné rendez-vous. Donc, vous devez vous intéresser aussi certainement à la géographie. Ah, bien Je sûr. suis très heureux que vous ayez pensé à moi. Merci à tous les deux. C'est avec plaisir. Alors pendant qu'on se parle, il y a des paysans qui sont sur les routes, qui sont en colère donc contre la façon dont on gère la dermatose bovine, mais surtout contre ce qu'ils voient comme une nouvelle trahison avec le traité du Mercosur. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on est en train de fragiliser profondément l'agriculture française au nom du libre-échange? J'ai surtout l'impression qu'on continue à la fragiliser, parce qu'on a commencé il y a bien longtemps déjà, et je n'ai cessé de le dénoncer depuis très longtemps déjà, dans mes prises de parole, dans mes campagnes, dans mes meetings ou dans mes livres, puisque je n'ai commis une petite dizaine. Je dis que ce que nous faisons est totalement irresponsable et que c'est d'abord un manque de culture, un manque d'histoire, et puis tout simplement peut-être de plus tard de d'amour des autres, hein, et de vision euh, au loin pour nous et ceux qui vont nous suivre. Vous faites partie des jeunes qui rentraient très bien dans cette vie, qui n'est pourtant pas facile pour vous. Et je pense qu'effectivement, c'est, euh, c'est vraiment une erreur, voilà, profondément. Mais cela fait d'ailleurs des années que vous alertez sur le monde rural. Quand vous voyez ce qui se passe aujourd'hui, est-ce que vous avez donc l'impression que votre parole a vraiment pesé ou qu'on vous a écouté sans jamais vraiment vous entendre? C'est-à-dire, ma parole, elle était peut-être un peu trop disséminée. Il y en avait d'autres, quelques-unes, mais qui auraient peut-être dû davantage se fédérer. Euh, Rien n'est jamais perdu, mais disons que pour que les choses changent, pour qu'une orientation aussi néfaste euh, soit revue, et je pense qu'il faut que à tous les étages
euh, de la nation, du pays que nous chérissons, et au niveau de ceux qui ont reçu mandat de nous gouverner, il y a de, de la vision. Mais avant d'avoir de la vision, il faut qu'il y ait un peu peur aussi. Et je pense que personne ne réalise réellement la portée et le danger que nous fait courir après avoir détruit tant de fermes agricoles que nous fait courir voilà, cet abandon. Complètement. Bah alors justement, j'ai une petite vidéo à vous montrer qui concerne un jeune agriculteur du Ouais. Cantal qui s'appelle Timéo et que je connais. Bonjour Monsieur Lassalle, je m'appelle Timéo Van Dyck, j'ai 16 ans, je suis dans le Cantal. Donc je suis en deuxième année de CAP au lycée agricole d'Aurillac et j'aimerais devenir un jeune agriculteur et j'aurais quelques questions à vous poser. Premièrement, je voulais savoir si le diplôme est devenu un frein à l'installation agricole. Comment permettre à des jeunes agriculteurs qui ne sont pas diplômés comme moi, qui ne veulent pas prolonger leurs études et qui ont les compétences nécessaires pour et qui veulent vivre de l'agriculture. Pourquoi privilégier les aides à l'installation agricole à ceux qui ont des examens plutôt qu'à ceux qui n'en ont pas et qui pourtant parfois connaissent bien mieux le terrain? Merci Monsieur Lassalle d'être aux côtés des agriculteurs en cette période difficile et d'être intervenu sur les blocages. Bonsoir, très cher Timéo, cher Aurillacois, cher Cantalou, cher paysan, agriculteur de tes terres et de nos terres. D'abord, je trouve que ce que tu fais est, est vraiment très chouette. C'est aussi très courageux. La manière dont tu t'exprimes montre aussi très clairement le choix que tu as fait certainement depuis déjà très longtemps, malgré ton jeune âge, parce que tu as dû être guidé d'une manière ou d'une autre, de vos esprits t'ont mis sur le chemin, ou alors tu es très fort et je te dis vraiment bravo. Les diplômes sont nécessaires parce qu'ils sont les marqueurs depuis longtemps de niveau d'études qui est, euh, qui est toujours bon. Euh, euh, et le fait que tu sois dans un lycée agricole, et puis celui de Clermont-Ferrand, qui n'est pas le D'Aurillac. premier de... Aurillac, quoi. Ah, d'Aurillac. Ouais, Oh, mais il n'est pas c'est pas mauvais bien non loin. plus, pas loin de là. Eh bien, montre combien tu as pris les choses au sérieux. Ceci étant, nous sommes ici dans le domaine de l'agriculture, comme ce serait le cas pour des pêcheurs. Et je fais souvent le lien, comme c'est le cas pour d'autres métiers qui touchent à la matière, qui sont en relation directe avec la nature, avec la terre, les animaux, quels qu'ils soient, euh, les paysages, et toute une forme de savoir-faire. Et je pense que les diplômes, dans ce domaine-là, mais dans bien d'autres aussi, euh, présentent aujourd'hui au moins une carence, si ce n'est deux. La première, c'est que ils sont très souvent très longs à obtenir. Et pour un métier comme celui que tu choisis, très pénalisant, parce qu'il retarde beaucoup les choses. L'agriculteur doit pouvoir s'installer vraiment dans sa force naissante pour canaliser toutes, et puis réunir toutes les pulsions, tout ce qu'il sent, tout ce qu'il reçoit, en même temps que sa force se décuple. Euh, Sa force physique, mais intellectuelle, intelligente, son désir de créer. Mais si on retarde cela, on lui nuit, parce qu'après, il aura à faire face à d'autres préoccupations, telles que, dont on parle pas tellement souvent, mais qui est très importante, celle de trouver un compagnon ou une compagne. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas devenu naturel du tout
d'épouser ou de faire sa vie avec un homme de l'agriculture et encore plus fort de l'agriculture de montagne, ce qui peut être le cas dans le Cantal. Et puis, bien d'autres rendez-vous. Je trouve que tu as mille fois raison de dire que on apprend beaucoup de choses sur le terrain, on apprend beaucoup de choses dans le contact avec les autres, et on n'est pas forcément obligé d'attendre que tout soit comptabilisé d'une manière très formelle, avec euh, des années, des mois, des années d'études passées. Il y a effectivement un savoir qui est très important, qui doit être pris en compte, euh, qu'on apprenne ce qu'on ne peut pas découvrir seul, ce sur quoi on a besoin d'être vraiment enseigné, c'est le cas de le dire, et guidé, c'est normal. Mais je pense qu'aujourd'hui, devant l'urgence des faits, il faut une agriculture, et je sais que le lycée agricole, si on leur en donnait les moyens, serait parfaitement capable de le faire, qui soit dispensé au plus proche du terrain, sur place, et donne plus de temps de disponibilité aux jeunes qui s'installent. Ben, merci pour cette réponse, Jean Lassalle. Alors, pour en revenir sur votre parcours personnel, il y a eu cette marche incroyable de 1000 kilomètres pour défendre les services publics 6 000 ruraux. 6000 kilomètres pour défendre les services en publics. 9 mois. Impressionnant. Pourquoi avoir choisi cette démarche-là, donc à pied, plutôt qu'une manifestation ou un discours à Paris? Qu'est-ce que ça vous a apporté à vous, personnellement? D'abord, je l'ai entreprise au moment où j'étais, comment je devrais dire, euh, je, je trouvais anormal qu'on ne prenne pas mieux en compte, que nous ne prenions pas mieux en compte, nous les députés, puisque j'étais député, le faisement de notre situation. Et je voulais voir ce qu'en pensaient nos compatriotes, quel que soit leur métier, puisque j'ai rencontré, je suis passé dans les campagnes, mais je suis passé dans les plus grandes villes, je suis même passé dans les banlieues les plus bloquées, entre 1 heure et 6 heures du matin. Donc, je rencontrais, je crois, une très grande partie de la population, un très large échantillon. Et en le faisant à pied, mon Dieu, on a le temps de parler, d'échanger beaucoup. De ce côté-là, c'était très riche. Je voulais attirer aussi l'attention, mais les Français le percevaient déjà, sur une nouvelle anomalie très grave qui s'installait, c'est le changement de système auquel nous assistions au moment où je l'ai fait et qui avait déjà commencé. C'est-à-dire que nous repassons d'un système ouvert, démocratique, à un système euh, très fermé, très technocratique et, à vrai dire, d'une certaine manière, à une forme de dictature que j'ai qualifiée de molle, mais qui ne laisse que très peu d'initiatives à ceux qui pourtant sont capables d'en avoir autant. C'est-à-dire qu'on a muselé l'imagination, euh, l'amour de la vie. Et Dieu sait s'il est grand chez des hommes de la terre, dans d'autres domaines, bien entendu, mais puisqu'on parle d'agriculture. Et puis aussi l'initiative et la recherche personnelle. Et j'ai voulu mettre en garde, et maintenant nous y sommes tombés. Nous sommes tombés dans une dictature financiarisée à l'extrême sur l'ensemble de la planète, du reste, et qui, au fond, nous coupe de la réalité bienveillante que des, des décennies et des décennies de politique et d'expérience nous avaient permis d'acquérir. J'avais trouvé beaucoup d'échos, mais malheureusement, elle n'a pas été suivie non plus par les élites qui ont malheureusement encore été plus loin. Le problème n'est pas que français, le problème est mondial et partout on retrouve cette même terrifiante dérive.
Vous avez toujours eu donc un style à part, les chansons en occitan à l'Assemblée, les coups d'éclat. Qu'est-ce qui vous pousse à faire de la politique donc comme ça, sans filtre, loin des codes classiques? C'est-à-dire, je pense que chacun fait comme il le ressent, et nous étions jusqu'à maintenant, la plupart, à faire de la même manière, puisque, au fond, il n'y a pas 36 manières de se préparer à la politique. Il faut d'abord en avoir envie, il faut aimer ça, il faut aimer aussi les autres, et il faut aimer leur rendre service. C'est pas le cas de Il faut aimer les causes, et la cause agricole est une très grande cause qui permet, in fine, de nourrir, d'alimenter nos compatriotes, et même, pendant longtemps, euh, d'apporter des devises et de l'argent à la France avant que cela nous coûte les yeux de la tête, parce que nous sommes obligés d'acheter beaucoup plus. Donc, parce que chacun faisait la politique en prenant en compte ces paramètres. Malheureusement, cette dictature qui s'est imposée à nous, très bureaucratique, très technocratique, nous a muselés les uns et les autres et nous oblige à suivre les mêmes pistes au risque de, sinon, nous le faire payer très cher. Et je trouve que le monde politique se trouve sous la menace aujourd'hui. Et attention, si tu ne fais pas ça, attention si tu dis ça. Aujourd'hui, on a des moyens plus redoutables pour te remettre dans le droit chemin. C'est pas, il n'y a pas que le canard enchaîné pour dire que tu as pu avoir quelques faiblesses à un moment donné. Au Mediapart, les réseaux sociaux qu'on va bien organiser sur toi, parce qu'avec les réseaux sociaux, on peut faire de très belles choses, c'est très spontané, mais lorsque c'est mal orchestré et utilisé à des fins néfastes, on peut faire aussi beaucoup de mal. Donc on fait peur. Et c'est ce qui fait que malheureusement, il y a cette espèce de, euh, comment je vais dire, de, le sentiment que tout le monde, et d'ailleurs c'est pas qu'un sentiment, c'est une réalité, dit la même chose, avec des mots différents, mais strictement la même chose, et ce n'est pas les paroles ni les mots de représentants d'un peuple, d'un pays qui se bat, mais d'un peuple et d'un pays qui subissent malgré eux. Complètement. Et votre liberté à vous, votre liberté de ton, vous l'avez du coup emporté sur scène avec votre spectacle. Donc dans votre spectacle, il y a cet humour béarnais qui fait rire beaucoup et ces moments donc où vous parlez vraiment aux gens, sans filtre. Est-ce que la scène vous reconnecte donc au réel, aux vraies colères, aux vraies joies, loin donc des faux semblants de l'Assemblée où certains politiques ont perdu tout contact avec la vie des gens? Je n'en savais rien quand on m'en a parlé. Et à vrai dire, je n'avais aucune envie d'ailleurs de tenter cette expérience. Mais lorsque j'y songe, ma vie est faite d'une toute une série, vous l'avez dit très bien, plus mieux encore que je ne le mérite, et très joliment au début, j'ai défié un certain nombre de codes, euh, d'apparence. Euh, alors, en fait, je crois qu'il faut se faire confiance un peu à soi-même, surtout quand on a la chance d'être issu d'une longue lignée avec ses us et coutumes, ses habitudes, euh, sa manière d'aborder la réalité du temps, des saisons, la réalité de la terre, la réalité des contextes. On sait beaucoup plus qu'on ne croit qu'on sait. Et je pense que ce qui manque surtout, c'est l'absence de confiance et d'encouragement de ceux qui devraient t'en prodiguer en permanence et qui, au contraire, font le contraire. Donc moi, j'ai choisi d'être moi-même. Alors pour revenir maintenant au spectacle, je ne me... D'abord, je n'avais aucune envie de le faire, mais en même temps, après avoir cessé d'être élu, il y a maintenant 3 ans, j'ai senti un tel sentiment d'inutilité que je n'arrivais pas à m'en relever. Et alors, donc, c'est un couple de producteurs qui m'a proposé euh, cette, euh, euh, cette manière de m'exprimer différente, très différente, à ceci près quand même que les deux, la politique comme le spectacle, s'adressent toujours à des hommes et des femmes.
et que c'est la même patte humaine, la même intelligence humaine à laquelle on s'adresse et qu'on se doit par conséquent de respecter profondément celui qui est devant toi, qui est derrière le rideau et qui attend. Donc j'avais énormément peur de cette approche et puis je me rends compte pour l'instant que ça se passe très bien parce que je trouve beaucoup de compréhension, beaucoup de bienveillance, beaucoup de disponibilité aussi et de mobilisation autour de celles et ceux qui viennent me voir. Donc, est-ce que pour montrer que la vraie politique, ça serait pas donc une manière, voilà, d'aborder les histoires d'hommes qui se battent pour leur terre, loin donc des discours parisiens? Les discours parisiens, vous savez, aujourd'hui, c'est devenu presque une formule toute faite. Je dirais des discours tout court, parce qu'ils peuvent être aussi, euh, aussi comment je dis, inadaptés dans nos campagnes qu'ils le sont à Paris. Ils peuvent être aussi hypocrites aussi dans nos campagnes qu'ils le sont ailleurs. Je pense qu'il faut retrouver avec peut-être des mots simples, avec des lectures à nouveau plus simples, Sans langue de bois. avec l'enseignement, oui, sa langue de bois, mais en se retrouvant soi-même, Mm. en se redonnant espoir, en retrouvant la fierté de soi et la fierté de son action. On doit retrouver les bases euh, d'une compréhension d'abord et une capacité à se mettre en relation avec l'autre, ce qui est la base de tout. D'accord. Donc, Jean Lassalle, après tout ça, quel message voudriez-vous laisser aux jeunes des campagnes qui vous écoutent aujourd'hui? Allez au bout de vos rêves. Hein. Tout le monde a ses rêves et les jeunes en ont beaucoup en tête, heureusement. Et ne laissez pas tomber. Ne renoncez pas. Moi, j'ai eu la chance de le tenir parce que j'ai toujours essayé d'approcher le plus possible les rêves que j'avais depuis tout petit. J'ai beaucoup admiré mon père parce qu'il m'avait beaucoup encouragé dans dans cet élan, dans cette quête. Mon Dieu, je continue, et je l'aurais fait toute ma vie sans que, voilà, sans, je le crois, trop me laisser atteindre ou me laisser déformer. Alors, on n'est jamais tout à fait sur le mot d'être. Disons que moi, j'ai essayé le plus possible de ressembler à mon rêve, qu'à ce que je rêve de faire. Mais merci infiniment, Jean Lassalle, pour ce temps précieux que vous nous avez accordé. Le monde agricole traverse des heures difficiles, comme le dit si bien votre parti Résistons, et vous avez toujours été là, fidèle à vos racines paysannes. Votre humour, votre bon sens, c'est une lumière dans cette période sombre pour garder espoir. Un immense merci. Et merci à vous. Merci à vous parce que ce que vous dites est aussi très bien. Et les questions que vous posez sont de très grande pertinence Merci. et montrent une très grande ouverture d'esprit. Ce qui est très encourageant lorsqu'elle vient de jeunes euh, magnifiques, volontaires, comme vous. C'est pour moi, et certainement pour tous ceux qui vous fréquenteront, une grande source d'espoir. Et je vous dis de tout mon cœur, bonne chance parce que vous le méritez. Ah, merci beaucoup, Jean. Merci d'avoir suivi cet entretien. Et merci encore à Jean Lassalle ainsi qu'à toutes les personnes qui nous ont permis de le contacter. N'hésitez pas d'ailleurs à suivre Hors Cadre sur tous les médias et à donner un peu de visibilité donc à ce projet réalisé sans budget. Dans le prochain épisode, nous parlerons avec notre futur intervenant d'une société discrète, pourtant bien connue de tous et faisant encore aujourd'hui l'objet de nombreux fantasmes, la franc-maçonnerie. À la prochaine sur Hors Cadre.